chez ma grand-mère, je voulais amener la bière, mais le chemin est très long, je bois. That's it. Désolée. Allô, les loups? Pourquoi t'as les yeux tellement larges? C'est pour mieux te voir. Et ta bouche est large aussi, et t'as les dents pleines de... C'est qui, c'est ça? Des fraises, j'ai mangé des fraises. De quoi on parle aujourd'hui? C'est bon. Mais non, aujourd'hui, on scrape votre enfance. Il y a des peurs qui font peur Quand vient le soir, et qu'il fait. Hey, ben, commençons justement par le petit chaperon rouge. C'est Ouais. l'un des plus anciens contes pour enfants. Ça remonterait au 1er siècle de l'ère chrétienne. Puis les paysans français racontaient l'histoire déjà au 14e siècle. Oh, wow. L'une des versions, l'une des plus sanglantes, Mhm. ça racontait, ben, le loup arrive chez la grand-mère, Oui. la dévore, mais il en garde quelques bouchées pour plus tard. Et Pas là, plus tard. Le petit garçon, ben oui, c'était un petit garçon. Il arrive, hein, puis le loup a pris la place de la grand-mère. Ça reste Ben pareil. oui, ça c'est sûr. Alors, le petit garçon, il arrive, il se doute de rien, il obéit à sa fausse grand-mère qui lui offre de manger de la viande. Oui. Sans le savoir, le petit garçon, il mange sa grand-mère. Oh my god. Il voit des dents dans la viande, il demande au loup, c'est quoi ça? Il dit, c'est des haricots. C'est bon pour toi. Oh my god. Haricot. Ben oui. voyons donc. Ben oui. L'un des auteurs qui a contribué à répandre ce conte, c'est Charles Perrault, un Oui, Français. on connaît. Ben moi, j'y connais un peu. Mais savais-tu que sa version est l'une des plus sinistres? Mais c'est bon, on aime les sinistres, nous, hein? C'est- Oui. L'héroïne n'est pas vraiment une petite fille, c'est une jeune femme, la plus belle du village. Oui, Elle se comme promène moi. seule dans le bois pour se rendre chez sa grand-mère. Oui. Elle rencontre le loup. Évidemment, le loup, hein, ça symbolise un prédateur qui se cache. Tu sais, ça voulait dire ne pas parler aux étrangers, Oui. évidemment. Oui. Le loup lui demande où elle se rend et elle dit qu'elle rend visite chez sa grand-mère. Oui. Alors Puis le elle loup dit demande c'est où? exactement où elle habite. C'est où la maison de ta grand-mère? Et elle lui dit, Ouais. ben oui, pour Ben oui. futer tellement. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, ça finit que le loup mange la jeune fille et la grand-mère. Tout le monde meurt, sauf le loup qui il mange à sa faim puis il est heureux. Ouais. Et voilà. Pas très... Ça finit pas bien. Hein? Les frères Grimm ont ajouté le personnage du chasseur. Oui. Alors le chasseur qui pistait déjà le loup se rend à la maison de la mère Grand et Ouais. ouvre le ventre du loup pour sauver les deux personnages. je Ouais, pense. c'est ça. Le loup, il mange les deux, puis son... Sain un et sauf. morceau. Un morceau de suite. Ben oui, Ouais. le loup avait faim. Il a fait... Ouais, c'est ça. C'est juste Anaconda qui fait ça, mais... Ou il était vieux, Ouais. il n'y avait plus de dents, je sais pas. Mais toi, tu disais que tu avais une version tchèque. Je suis bien Oui, curieux mais parce de que... Ben, la c'est... connaître. C'est un peu plus différent, mais pas vraiment tant que ça, ok? Le loup mange la grand-mère, ok? Il se déguise en grand-mère. Mais il laisse un peu, il laisse dans le frigo ou whatever. Elle, la chaperon rouge, elle rentre, ok? Lui, il dit, tu peux s'asseoir, là. Il donne la bouffe, puis elle a dit que c'est bizarre. Elle sait après que c'est grand-mère. Mais il fait tellement de gentil blablabla à elle, que elle couche avec lui. Oui.
Oui. Oui, et elle s'habille et elle va dans le lit avec lui. Ah bon? C'est ça. Pas besoin de symbolique, hein? On y va direct... Ben, c'était comme on couche pas même avec les hommes vieux gentils, ok? Parce qu'ils restent prédateurs quand même. Mais c'est ça la leçon. Vous allez right to the point. Oui, C'est c'est ça. intéressant. C'est intéressant. Oui. Tu sais que c'est loin d'être le seul conte dont l'origine est sanglante et effrayante. Oui, oh, oui, je sais. Alors, je me suis intéressé à La Belle au bois dormant. Ah bon, ça c'est horrible. Oui. Oh oui. Ah, ça c'est horrible. À l'origine, La Belle au bois dormant vient d'une histoire dont le titre était Soleil, Lune et Thalie. C'était une histoire écrite par le poète italien Giambattista Basile. Oui, oui. Ah bon? Et le conte original racontait l'histoire de Thalie. C'était la fille d'un puissant seigneur. Et à sa naissance, le seigneur voulait connaître l'avenir qui était réservé à sa belle princesse, n'est-ce pas? Alors il fait venir les plus savants scientifiques du château, parce que Ah bon? à l'époque, voir l'avenir, c'était scientifique. Je sais pas, je comprends Ben pas. oui, c'était dans le ciel, dans les étoiles et tout ça, hein. Et là, les savants préviennent le roi qu'une écharde de lin causera la perte de sa fille. Ah bon? Alors le Seigneur, il réagit comme tout père aurait fait. Il décide de bannir de son royaume tout ce qui ressemble de près ou de loin à du lin. Hein? Comme ça, il se dit, ma fille va être en sécurité. Ouais, mais c'est stupide un peu, désolé, tu peux pas protéger de tout. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'en grandissant, c'était une jeune fille très curieuse. Et elle fait la rencontre d'une vieille femme en train de tisser. Elle était en train Ah de- ouais. Et là, elle demande si elle peut essayer. Et là, fatalement, ce qui Ben devait arriver arrive. Ouais, Une exactement. écharde de lin se loge sous son ongle. Eh ouais. Et elle tombe comme morte, Mhm, dans une sorte de coma. mhm. Voilà. C'est ça. Alors, son père est désespéré. Il l'habille de ses plus beaux habits, Mhm, n'est-ce pas? Et l'installe sur un fauteuil de velours. mhm. Et il fait condamner le château. Ouais. Puis il la laisse là. Mais des années plus tard, vous imaginez? Mhm. Il y a un roi qui se promène dans la région, puis par hasard, il tombe sur le château abandonné, au milieu des bois. Ouais. Et en pénétrant dans le domaine, le roi découvre des pièces vides et poussiéreuses. Et il finit par tomber sur la belle jeune femme endormie. Tu comprends-tu que... Elle est tellement belle qu'il dit Il bon, la ben, désire, ouais. alors il fait des choses qu'il ne devrait pas faire normalement à une femme endormie. C'est ça qui arrive. Puis ensuite, il retourne dans son royaume, puis tout va bien. Hein, je veux dire, il la laisse là. Non, puis, mais c'est correct, de toute façon, là, qu'est-ce qu'elle sait, hein? Mais elle, là, la pauvre Thalie, là, qui est toujours endormie, Mhm. elle tombe enceinte Ah oui. du roi. Du roi qui était marié, puis qui l'a... Ouais. Puis ses enfants sont ensuite soignés par les fées. Vous imaginez les fées, ça leur a pas passé par la tête de la défendre d'un agresseur sexuel. Non, Ah bon. ça valait pas la peine d'intervenir. Non. Mais pour s'occuper des enfants, Ben oui, oui, ils c'est arrivent ça. puis ils s'occupent des enfants. Mhm. C'est en portant un des nourrissons au sein de leur mère que le petit Pete, il suce le doigt de Ah sa bon. mère. Oui. Ce qui déloge le morceau de lin. Oui. Puis là, par magie, elle se réveille. C'était juste ça. Fallait juste enlever un petit morceau Ouais. de ce... Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça parce qu'elle était trop allergique, tu comprends? Puis là, le roi, là, lui, là, il se souvient de la jeune fille et décide de revenir au château. Je sais pas. Pour moi, il a aimé ce qu'il lui a fait. Puis il voulait refaire... reprofiter de l'innocence. Voilà. Alors lorsque le roi arrive sur les lieux, il découvre, il voit que la maman est réveillée et qu'elle a 2 bébés dans les bras. Bon. Les 2 bébés, elle les a nommés Soleil et Lune. Je pense qu'elle n'avait pas compris trop leur naissance. Elle trouvait que c'était fantastique. Mhm. Voilà. Mais le roi, là, il lui explique ce qui est arrivé. Et il lui dit en même temps qu'il est fou amoureux d'elle. Ah bon. Et qu'il voudrait qu'elle l'aime en retour. Savez-vous quoi? La jeune fille
lui a dit « Oui, je vous aime ». Mais là, le roi était marié, lui. Sa femme se doutait de quelque chose depuis qu'elle a entendu prononcer les noms de Thalie et de ses 2 enfants plusieurs fois pendant qu'ils dormaient. Alors, la reine exige du secrétaire du roi qu'il lui révèle toute la vérité. Et ensuite, elle envoie le cuisinier du château enlever et tuer les 2 enfants. Qu'un twist! Ah ben ouais. voyons donc! Ah oui. Mais oui. Et ensuite, Elle mange. elle veut les donner à manger à son mari. Sans qu'il le sache. C'est une belle histoire. Thalie, elle, qu'est-ce que la reine veut faire de Thalie? La brûler vive. C'est à ce moment-là précis que le roi fait irruption dans la cour du château et découvre les agissements de sa femme mauvaise. Ah. Oui, monsieur. Il sauve Thalie et il ordonne que sa femme et son secrétaire soient brûlés vifs. Oh my goodness! Ouais. Alors qu'il est sur le point de faire subir le même sort au cuisinier, ce dernier lui avoue qu'il a en réalité épargné les enfants et les a cachés. Alors le cuisinier est épargné et le roi épouse celle qui l'a violé, celle qui l'a aimé. Oui. Voilà. Alors le conte s'achève d'ailleurs sur une belle morale. Ça dit « À qui a de la chance, le bien vient même en dormant. » C'est beau, hein? Le bonheur lui est venu pendant qu'elle dormait. Ben oui, c'est ça. Mais parlons un peu de Blanche-Neige et des 7 nains, si tu le veux bien. Celle-ci a été inventée apparemment par les frères Grimm Oui. en 1812. Le miroir magique était là, la méchante reine, et bien sûr les 7 nains. Mais dans le conte original, les 7 nains n'avaient pas de nom. Et la méchante reine essaye de tuer Blanche-Neige d'abord en l'étouffant avec un corset. Ah bon? Ensuite, en tentant de lui enfoncer un peigne empoisonné dans la tête. Puis elle s'incruste à la réception de son mariage. Mais heureusement, le prince qui s'apprête à épouser Blanche-Neige démasque les intentions de la méchante et ordonne qu'elle chausse des pantoufles en métal chauffées au rouge et qu'elle danse jusqu'à ce qu'elle en crève, Ouais. jusqu'à ce qu'elle meure. Ouais. Tiens-toi, esti, hein? Ouais. Alors c'est seulement en 1912, quand on a adapté le conte pour une pièce à Broadway, qu'on a donné les premiers noms aux 7 nains. Alors ces noms c'était Blick, Flick, Glick, Snick, Plick, Wick et Quee. Hein? Pourquoi pas Quick? Je ne sais pas. Hein? Parce qu'il était pas vraiment quick. Peut-être parce que pour faire comme queer, hein? Peut-être qu'il était un non-binaire. Je sais pas, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Oh my goodness. Alors, plusieurs théories ont circulé sur la signification cachée du conte, n'est-ce pas? L'une que je trouve intéressante concerne l'adaptation que Disney en a faite en 1937. Parce que Disney, là, il a renommé les 7 nains pour le célèbre long-métrage. Il les a appelés Doc en anglais, ou prof en français, Oui. Grumpy ou grincheux, Bashful, timide, Sleepy, dormeur, Oui. Happy, joyeux, Sneezy, atchoum, et Dopey, simplet. Alors la théorie du complot quasiment, hein, c'était que le nom de chaque personnage est peut-être une métaphore sur l'addiction à la cocaïne. J'aime ça, moi, j'aime ça. Ah bon? Oui, parce que Blanche-Neige, c'est évident. Hein? Poudre blanche, Ah Blanche-Neige. oui, c'est ça. Happy, ben, bien sûr, la cocaïne rend euphorique et rend Oui. temporairement très joyeux, n'est-ce pas? Oui. Sneezy, ben, coudonc, pas besoin de faire Ouais. un dessin. Hein? Bon, c'est évident. Sleepy, dormeur, ben, c'est l'un des effets de la coke à long terme. Oui. Ça rend somnolent. Ben oui, hein? Après le high, il y a le Bah. gros down. Oui. Grumpy, ben, à long terme, ça rend agressif, hein, ceux qui sont addicts et qui Ouais. n'ont pas leur dose. Quant à Bashful, ou timide, quand tu es accro, tu t'isoles du reste du monde et tu souffres de dépression souvent et tu restes à l'écart. Et bien sûr, Doc, ben, ça peut être le dealer, celui qui te procure la poudre. Ah
C'est très intéressant, je trouve. Mais l'inspiration la plus probable pour Blanche-Neige et les Sept Nains serait l'histoire vraie de la comtesse Margaretha von Waldeck et son amant, le roi Philippe II d'Espagne. Ben oui. La comtesse Margaretha était réputée pour sa grande beauté, n'est-ce pas? Son père et sa sévère belle-mère l'ont d'abord envoyée vivre chez son oncle, puis chez la reine Marie de Hongrie, où elle s'est fait courtiser par le roi Philippe. Ah bon? Mais leur relation était scandaleuse pour l'époque, parce que Marie était de religion luthérienne, tandis que le roi Philippe était catholique. Alors, Margaretha s'est fait empoisonner en 1554, alors qu'elle était âgée de 21 ans seulement. Ah bon? Oui, quant aux Sept Nains, eux aussi, ils étaient là. Mais oui, sauf que, voyez-vous, le père de Margaretha était propriétaire de plusieurs mines dans lesquelles il employait des enfants. Il obligeait des jeunes enfants à travailler dans des conditions complètement déplorables et ils étaient mal nourris. Et on les appelait The Poor Dwarfs. Cette horrible histoire est presque certainement la vraie origine de Blanche-Neige, puisque les habitants ont renommé le village Schneewichendorf, Schneewichendorf. ce qui signifie Blanche-Neige. Ah ouais? Intéressant, n'est-ce pas? Parce que tout le monde était sur le coq? Parlons maintenant d'un conte extrêmement célèbre, Alice au pays des merveilles, et surtout de son auteur, Lewis Carroll. Souvent, on entend dire que Carroll a écrit le conte sous influence de drogues fortes, qu'il était même addict. Ah bon? Mais c'est faux. Sauf que, on sait aujourd'hui que c'était un malade mental. Ah bon? Oui, monsieur. Oh oui. Il souffrait d'un rare trouble neurologique qui lui causait de graves hallucinations. Ça déformait complètement la perception de la taille des objets et des personnes autour de lui. Exactement comme Alice dans son conte, et tous les personnages d'ailleurs. Il pouvait voir des personnes grandes comme des géants, ou se percevoir lui-même de la taille d'une souris. Le syndrome a été officiellement découvert plus d'1 siècle plus tard par un psychiatre nommé John Todd et a été nommé The Alice in Wonderland Syndrome. Ouais. Ah bon? Mais sais-tu qu'Alice a vraiment existé? Ah oui? Oui, il y avait un véritable enfant qui a inspiré l'auteur. Elle s'appelait Alice Liddell. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lewis Carroll avait une fixation pour cette fillette. Oui, obsessionnelle. Il y a un documentaire très controversé intitulé The Secret World of Lewis Carroll qui est sorti en 2020. Et dans le film, leurs auteurs parlent de photographies réalisées par Carroll, mais la majeure partie de son œuvre était faite de photos d'enfants. Et l'une de ces photos est particulièrement troublante. Elle a été retrouvée dans un musée français et a été authentifiée officiellement comme étant réalisée par Carroll. Et elle nous montre une enfant prépubère qui pose complètement nue. Ah bon? Et cet enfant n'a vraiment pas l'air de s'amuser. Et cet enfant se trouve à être Lorina Liddell, la grande sœur d'Alice. Ah ouais? Oui. Et dans le documentaire, l'arrière-petite-fille d'Alice Liddell explique que selon elle, Carroll était complètement amoureux fou d'Alice, qui était âgée de 11 ans. Oh my goodness! Hein? Quand je disais on scrape votre enfance, ben c'est ça. On connaît tous la merveilleuse histoire de Peter Pan, le pays imaginaire, le capitaine Hook, Wendy et les garçons perdus. Alors tout ça vient de l'imagination fébrile d'un certain James Matthew Barrie, un écrivain dramaturge britannique qui avait en fait un côté très sombre. Oui, monsieur. Et aussi, le personnage de Peter Pan était un petit peu moins sympathique que dans la version de Disney. Pendant qu'ils jouaient tous ensemble aux pirates et aux Indiens, Peter n'hésitait pas à tuer, pour de vrai, et au hasard, plusieurs des garçons, juste pour le fun. Mais les tuait pour vrai. Et quand ils devenaient trop nombreux, ou dès qu'ils commençaient à grandir, il les éliminait.
Et pourquoi a-t-il donné à son fameux personnage le nom du dieu grec de la déviance sexuelle, Pan? C'est troublant pour une histoire pour enfants, n'est-ce pas? Le message de Peter Pan, en gros, là, c'est ne grandis jamais. On est d'accord? Bien sûr, le public interprète le message comme étant positif. Garde ton cœur d'enfant. Oui. Hein? Sauf que maintenant, parce qu'on sait que Barry souffrait d'un trouble mental, lui aussi. Ah. On appellera plus tard ce trouble le syndrome de Peter Pan. Oui, monsieur. Un trouble psychologique qui fait qu'une personne adulte se perçoit lui-même comme un enfant qui n'a jamais grandi. Je sais que tu penses à Michael Jackson. Oui, Et il souffrait du syndrome de Oui. Peter Pan. Et il était obsédé par le personnage de Peter Pan. D'ailleurs, Oui. il a essayé de lui ressembler. Oui. Alors, il n'était pas un prédateur comme tout le monde pense. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que Barry, je pense qu'il aurait été incapable parce qu'il ne percevait pas le sexe comme une personne adulte. Il était dégoûté par l'acte sexuel, comme un enfant le serait. Oui. C'était un homme profondément troublé, obsédé par l'enfance. Probablement parce qu'à 6 ans, il a vu son grand frère de 13 ans, David, mourir dans un accident de patin sur glace. Oh my God. Barry a réalisé que son frère ne grandirait jamais et ne deviendrait jamais un adulte. C'est là que l'idée du personnage de Peter Pan lui est venue. Sa mère le croyait responsable de l'accident. Puis elle ne s'est jamais remise de la perte de son fils préféré. Barry a développé un trouble appelé le nanisme psychosocial. C'est une conséquence d'une privation extrême d'affection pendant l'enfance. Et un beau jour, il rencontre un couple, Arthur Davis et sa femme Sylvia, et surtout leur garçonnet. Il avait déjà du succès en tant qu'auteur, Barry, à ce moment-là, et il couvrait la famille de cadeaux, des voitures, des voyages, tout ce que la famille aurait jamais pu se payer pour acheter leur sympathie et surtout l'affection des enfants. Il s'intéressait juste aux enfants, et surtout à celui nommé Michael. Michael. Quand Michael a fêté son 8e anniversaire, il a reçu une lettre de James Barry qui disait « J'aimerais tant être avec toi et tes bougies. Considère-moi comme l'une de tes bougies, celle qui brûle mal, celle qui est grasse et toute tordue en son milieu. Comme j'aimerais te voir enfiler ces vêtements d'Indien pour la première fois. Cher Michael, je suis en amour avec toi, mais ne le dis à personne. » Barry s'était aussi lié d'amitié avec d'autres jeunes garçons, avant et après la rencontre des Davis. Ben oui, parce qu'une fois qu'ils ont grandi, il les intéressait plus. Ouais. Tout le monde connaît le gentil ourson Winnie, n'est-ce pas? Oui. Mais ça aussi, c'est bizarre. Ben surtout ce qui s'en vient, hein? Il y a un film d'horreur qui s'en vient parce que Winnie l'ourson est tombé dans le domaine public et tout le monde se l'approprie. Et il y a un film d'horreur à son image qui s'en vient bientôt. Ça va être assez dérangeant. Mais parlons plutôt de son auteur, un certain Alan Alexander Milne. Lui aussi, il était pas bien. Mais je pense que les maladies mentales étaient très mal connues à l'époque. C'est en découvrant son journal personnel qu'on a réalisé qu'il souffrait probablement du syndrome de stress post-traumatique suite à la guerre. Il s'est vu forcé de joindre l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale et ça l'a profondément traumatisé. Donc, il n'était pas bien dans sa tête. Et une étude a été faite par le docteur Sarah Shea, entre autres, qui suggère fortement que tous les personnages de Winnie l'ourson souffrent de graves maladies mentales. Ouais. Hey, tu l'avais remarqué, hein? Ouais. C'est quand même facile à remarquer. Mais Parce que- surtout lui qui est en dépression tout le temps. Oui, là, tu parles de bourriquet, Ouais. qui souffre de dépression chronique. Ouais. Eeyore en anglais. Ouais. Porcinet souffre d'anxiété. C'est assez évident, il a peur de tout. Il n'est jamais correct. Le maître hibou est dyslexique. Il n'est pas capable de parler comme du monde. Il mélange tous les mots. Ouais. Tigrou, c'est évident, un hyperactif. Quant à Winnie, son obsession pour le miel, ça ressemble beaucoup à un trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Il ne peut pas penser à autre chose qu'au miel. Ouais. Des fois, il risque sa vie pour aller chercher du miel
il se fait attaquer par les abeilles et tout ça. Il peut pas s'empêcher de penser au miel. Hey, là, ça va être intéressant. Parce que là, on va parler des personnages de Disney. Mickey et ses amis. D'abord, parlons des vêtements des personnages. Pourquoi Mickey, il a juste un short, puis il n'y a pas de chandail? Alors que Donald et sa femme Daisy n'ont qu'un chandail et sont cul nus. Pourquoi la robe de Minnie est tellement courte qu'on y voit constamment la petite culotte? Ouais. Et Pluto. Non mais, qu'est-ce qui cloche avec Pluto? Non mais, Plutôt tout. c'est ça. OK, tous les personnages My animaux sont anthropomorphes. Tout le monde parle, tout le monde est habillé, plus ou moins complètement, mais bon. Tout le monde marche debout, sauf Pluto. Il marche à quatre pattes, il aboie, il sait pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais j'y pense, ça me rend fou, sérieusement. C'est quoi? C'est des cobayes dans une... Est-ce qu'ils viennent de l'île du Docteur Moreau? Est-ce que quelqu'un les a changés en humains, puis Pluto, ben, ça n'a pas marché, puis il le garde comme esclave personnel, ou comme pet, comme animal domestique? Peut-être il est plutôt débile. N'oublions pas que Pluto est le chien, l'animal domestique de Mickey, qui est une souris. Alors, si on met Mickey à côté de Pluto et qu'on respecte les proportions normales, ça donnerait ça. Hein? Mickey est un mutant, crime. Ouais. Tout est fucké, je trouve. Ouais, tout. Hey, je tiens beaucoup à parler de quelque chose d'autre que tu connais. Retour vers le futur. On peut pas s'empêcher d'aimer le personnage de Marty McFly, son père George encore plus. Oh, George. Hein? Et Doc Brown. Et on déteste Biff avec plaisir, on aime le détester. Et parce qu'on aime autant la trilogie, on est prêt à lui pardonner tous ses défauts. Mais pourtant, avec le recul, quand on y pense, certains détails sont durs à avaler. Oui, je m'explique. Alors d'abord, le plan de Marty, pour faire en sorte que Lorraine... Maintenant, Lorraine est attirée par son propre fils. Alors, pour changer ça, parce qu'il va arrêter d'exister, il faut absolument qu'il fasse en sorte que Lorraine tombe amoureuse de George. Alors, son plan, c'est quoi? En gros, son plan à Marty, c'est d'agresser sexuellement sa mère. Pour que George arrive pour lui casser la gueule et donc sauver Lorraine. Bravo. Mais la suite est encore bien pire parce que c'est pas George qui s'amène, c'est Biff. Il agresse Lorraine. Heureusement, George arrive et il pète la gueule à Biff. Bon, on sait que cet événement, avec les judicieux conseils de Marty, change toute l'existence de George et de toute la famille McFly. Mais quand Marty revient en 1985, on a la bizarre de surprise de constater que Biff est toujours dans la maison des McFly. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Il est toujours présent dans la vie du couple. George, il s'est pas contenté de casser la gueule de Biff devant tout le monde au lycée. Non, pour l'humilier encore plus, il en a fait son esclave personnel. Et maintenant, parlons un peu de Lorraine. Oui, parce que personne ne semble avoir pensé à cette pauvre jeune femme. Qu'est-ce qu'elle doit ressentir en côtoyant son agresseur dans sa maison tous les jours de sa vie? Est-ce qu'elle a son mot à dire? Est-ce que George en a demandé ce qu'elle en pensait? Je pense pas. Comment peut-elle se sentir aussi heureuse au bras de George qui lui fait revivre son traumatisme à chaque jour de sa vie? Ce sont des questions que personne ne semble s'être posées. On va conclure avec des... Vite, ça va être drôle, OK? J'ai un extrait pour vous, OK, qui vient d'un épisode de Looney Tunes de 1995 intitulé Carotte Blanca. Bugs Bunny piège Sam le pirate pour l'envoyer en prison. Et quand Sam est conduit à sa cellule, il voit son compagnon de chambre qui ressemble à ça et réagit avec horreur. C'est une joke de viol de prison, sodomie. SpongeBob qui mate un porno. On voit Bob assis sur son fauteuil écouter la télé. Il regarde un documentaire dans lequel on voit une vraie éponge de mer
qui vacille dans l'eau, comme ça. Et là, il est surpris par Gary, l'escargot, qui entre sans prévenir dans la pièce. Et là, Bob change vite de chaîne et il dit à Gary qu'il regardait le football. Ah. Voilà, on comprend que c'était la nature. Une petite dernière. Toy Story. Le troisième. Une scène dans laquelle un nouveau personnage, une pieuvre, se présente à tout le monde et il serre la main à tout le monde présent dans la pièce. Mais regardez de plus près la tentacule qu'il présente à Barbie. C'est carrément un pénis. Et regardez son expression, la façon qu'il regarde Barbie. Alors voilà, ça termine notre épisode qui va scraper votre enfance à jamais. Alors nous autres, on vous dit, à la prochaine. À la prochaine. Check ça.